Merci beaucoup Yves. Bonjour tout le monde. Merci Agnès et tout l'Institut Momentum pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, de rejoindre votre conseil d'administration aussi. Je connais Momentum depuis le colloque que vous aviez organisé, auquel avait aussi participé Françoise. Et merci d'être là aussi Françoise aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous présenter ma recherche doctorale sur André Gorz aujourd'hui et ce que j'en tire dans des perspectives plus contemporaines aussi aujourd'hui. J'espère ne pas être trop longue. Je sais que certains d'entre vous dans la salle connaissent déjà très bien André Gorz. Donc on verra dans les discussions, peut-être que vous aurez envie de revenir à des points de précision sur ce que je vais présenter sur André Gorz, ou bien à des enjeux plus contemporains. Donc vraiment, je donne des pistes là pour ensuite la discussion en fonction de vos intérêts. J'ai l'habitude de le présenter dans différents contextes et donc de tirer ça ensuite dans différentes directions en fonction du public. Peut-être là, juste pour vous présenter d'où je parle, j'ai fait une thèse de philosophie sur André Gorz. Donc pour situer d'où je parle, j'ai préparé et passé l'agrégation de philosophie il y a 8 ans. Mon thème c'était le travail, donc ça fait longtemps que ces réflexions m'accompagnent. J'en ai tiré ce premier ouvrage, Travailler moins pour vivre mieux, qui est un ouvrage de vulgarisation sur notre idéologie du travail et ses problèmes sociaux et écologiques actuels. Donc c'est un ouvrage d'histoire des idées qui revient aussi sur l'origine de certaines de nos conception du travail, et donc je le relis par exemple à Emmanuel Kant, à Nietzsche, donc je le fais d'un point de vue de la philosophie, mais aussi de certaines sciences sociales et aussi du corpus autour des bullshit jobs développé par David Graeber en 2018. Donc voilà un petit peu la situation de ce premier livre dans la perspective de ce qu'avait fait André Gorz en 1988 dans Les Métamorphoses du travail pour déconstruire justement cette idéologie du travail, et dans la perspective de ce qu'avait fait aussi Dominique Méda en 1995 dans son livre Le travail, une valeur en voie de disparition. Donc voilà un petit peu, ça c'était pour la perspective histoire des idées, et avec une perspective plus actuelle sur que faire pour se défaire du productivisme, que changer dans nos représentations du travail, notre organisation sociale, de la protection sociale, de l'emploi, avec des débats autour du revenu universel, des mécanismes de garantie d'emploi par exemple. Donc ça, c'était un ouvrage d'histoire des idées et de perspectives contemporaines écologiques également. Ensuite, j'ai fait ma thèse de philosophie qui portait sur André Gorz. Donc en philosophie, puisque André Gorz n'était pas forcément reconnu comme un philosophe, peut-être que vous le connaissiez soit comme journaliste pour avoir cofondé le Nouvel Observateur en 1964, soit comme parfois son œuvre est lue comme un sociologue ou un économiste. Bon, c'est aussi l'arbitraire des classifications universitaires. Il y avait déjà eu l'ouvrage de Françoise Golin qui relisait André Gorz à l'aune de cette philosophie de l'autonomie. Et c'est dans cette perspective-là que je m'inscrivais, puisque j'avais une formation aussi en philosophie, et que ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est de revenir sur des corpus de Gorz qui étaient peu connus, parce que peu réédités, et des corpus d'archives, pour vous dresser un petit peu le portrait de Gorz. C'est un philosophe qui est né en 1923, qui se suicide en 2007. Donc c'est la même génération qu'Ivan Illich, qui est né en 1926. Donc c'est un philosophe qui a traversé le XXe siècle, qui a vu l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Il naît en Autriche d'un père juif et d'une mère catholique. À 6 ans, il doit changer de patronyme pour masquer sa judaïté dans le contexte de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Ensuite, il va finir ses études en Suisse. Il va découvrir là-bas la philosophie, notamment la philosophie de Sartre. Il va commencer à écrire des textes pour la presse à l'époque. Il va rencontrer Sartre en 1946. Il va beaucoup s'intéresser à cette littérature et philosophie contemporaine, aussi en lisant Camus, Kierkegaard, etc. Et en 1949, il va s'installer avec sa
compagne britannique Doreen Keir à Paris. Et ensuite, il va vivre toute sa vie à Paris. Il va y trouver des petits boulots et notamment de journaliste. Donc cette vie par des petits boulots, ça va vraiment influencer sa conception de l'emploi comme un truc qu'on trouve pour payer les factures et pour payer les fins de mois. Mais c'est pas du tout la même vision que les universitaires qui sont payés pour écrire des livres tout au long de leur vie. Et donc il y a plus cette dimension du labeur et de savoir ce que ça coûte de vendre de son temps de vie pour payer les factures. Et de cela, il va, à côté de son emploi et de ce qu'on lui demande d'écrire dans un cadre professionnel, développer une œuvre littéraire et philosophique qui va se traduire notamment par un premier roman autobiographique qui s'appelle Le Traître, qui va être préfacé par Sartre et qui va être le début d'une amitié avec Sartre, qui va l'introduire notamment au comité de réaction des temps modernes. Et je suis en train de me dire, je suis déjà en train de passer là. Peut-être juste pour vous dire sur les deux autres trucs d'avant, avant de revenir à sa biographie, qu'à partir de ma thèse, j'ai tiré 2 ouvrages qui sont parus l'an dernier. Celui-là, c'est le plus proche de la thèse en termes de structure, l'écologie libertaire d'André Gorz. C'est celui qui reprend vraiment la structure argumentative de la thèse et ce que je vais vous présenter ici. Et celui-là, Le Découvrir Gorz, c'est peut-être une collection que vous connaissez. C'est une collection qui édite des textes des auteurs pour découvrir les auteurs par leur corpus et pas juste par une introduction à leur pensée. Donc là, vous avez 14 textes inédits ou réédités de Gorz avec à chaque fois une introduction, un commentaire, des ouvrages en piste pour aller plus loin. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu Gorz, ça peut être une porte d'entrée pour lire ces textes, par-delà les textes qui sont déjà publiés. Et alors, pour revenir du coup sur sa trajectoire biographique, l'entrée de Gorz dans les textes de philosophie, dans les essais, c'est une entrée vraiment philosophique avec cette proximité très forte avec Sartre, qui préface donc ce roman autobiographique Le Traître. Et ensuite, Gorz va cheminer avec Sartre, notamment dans l'analyse de la philosophie contemporaine et de l'existentialisme contemporain et son adaptation au marxisme de l'époque. Ça, c'est ce qu'on trouve chez Sartre dans la critique de la raison dialectique. C'est un texte très dur de 1960 où Sartre veut actualiser l'existentialisme qu'il développe depuis 20 ans au contexte marxiste de l'époque. Je vous base sur les détails là-dessus parce que c'est pas forcément le but d'aujourd'hui, mais ce que ça joue chez Gorz, c'est un problème existentiel de l'autonomie qui va traverser son œuvre tout au long et jusqu'à la fin, jusqu'aux années 2000, qui se traduit par cette problématique, qui est une citation de lui, qu'en suis-je moi-même, c'est-à-dire non pas le jouet ou le produit extéro-déterminé des forces ou d'influences étrangères, mais l'auteur de mes pensées, actions, sentiments, valeurs, etc. C'est quand puis-je dire que je suis réellement l'auteur, le sujet, l'agent de mes pensées, de mes actions, et quand puis-je me reconnaître comme étant l'auteur de mes actions. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait, mais c'est ça la problématique existentielle aussi de l'aliénation au travail, puisque le phénomène d'aliénation au travail, c'est le fait de ne pas se sentir auteur, maître, de ne pas se sentir l'auteur des résultats de notre action professionnelle. Et c'est par cette problématique-là que Gorz va aussi s'intéresser au marxisme et lire le marxisme de l'époque. Donc pareil, ça, j'y reviendrai si c'est ça qui vous intéresse, mais c'est pour vous dire que sa problématique philosophique essentielle, c'est cette question de l'aliénation pour retrouver cette perspective d'autonomie dans un contexte historique qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la naissance de la société de consommation en Europe, de la naissance d'un emploi de masse, d'une production industrielle de masse, des supermarchés tels qu'on les connaît, le développement de l'industrie automobile notamment, et donc cette impression d'une abondance du capitalisme productiviste, aussi bien dans la sphère de la production que dans la consommation. Et donc dans ce contexte de l'après
l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de débats au sein de la gauche sur l'aliénation qui reste ou non. Certains disent, finalement, la misère ouvrière s'est réduite parce que maintenant, on a tous accès au supermarché et les conserves, ça permet de satisfaire les besoins et il y a moins de pauvreté. Donc ça, c'est un grand débat dans la gauche de l'après-guerre, à quoi Gors répond que l'aliénation perdure, que l'aliénation, elle est toujours au travail, parce que les travailleurs, aussi bien les ouvriers de l'industrie que les employés des services, que les fonctionnaires, n'ont toujours pas de pouvoir sur l'organisation de leur travail, sur les conditions de leur travail, mais en plus que cette aliénation, elle est aussi du côté des besoins, du côté de la consommation, parce qu'on ne choisit pas la façon de satisfaire nos besoins. Et qu'au contraire, l'offre des supermarchés, ça va nous proposer une offre standardisée, de mauvaise qualité comme on le sait maintenant, et ça va nous empêcher de satisfaire nos besoins autrement, de façon non marchande. Et donc, c'est cette problématique de l'autonomie qui va l'intéresser et qu'il va développer dans ce contexte en actualisant le marxisme parce que la critique marxiste portait surtout sur les conditions de production, sur les conditions de travail. Et ce qui va intéresser Gors, c'est aussi le contenu de la production. C'est pas simplement comment on le produit, c'est pas simplement est-ce qu'on est salarié ou non, mais c'est aussi quel est le contenu de la production et comment ce contenu répond ou non à des besoins. Et c'est là où il va dire qu'il est écologiste avant la lettre, parce qu'il s'attaque au contenu de la production. Le choix que j'ai fait dans ma thèse, comme vous le voyez peut-être un peu là, c'est de reprendre les archives de Gors, de reprendre des textes qui n'avaient pas été édités et de reprendre des textes qu'il a publiés soit au temps moderne, il était dans le comité éditorial avec Sartre, soit au Nouvel Observateur, qu'il a cofondé en 1964. Et là, c'est une énorme masse d'articles qui n'ont pas forcément été intégrés dans son corpus philosophique, parce que c'est plein d'articles de presse ou des articles plus éditoriaux. Et en fait, les textes qu'on avait, les ouvrages qu'on avait sur André Gors, et d'ailleurs Thierry a ici la biographie, par exemple, éditée par Willy Ganinasi, était à droite, était beaucoup sur des corpus accessibles et Françoise avait aussi commenté les textes que vous trouvez facilement en librairie comme les Métamorphoses du travail et donc moi ce qui m'intéressait pour compléter en fait leurs ouvrages et leurs recherches, c'était de revenir sur cette face un peu cachée du corpus de Gors qui nous permettait aussi de le lire comme un philosophe et d'utiliser ces textes de jeunesse d'une certaine façon pour compléter cette lecture-là. Et donc je me suis moins intéressée finalement aux textes après les années 80-90 et j'y reviendrai par la suite. Donc moi je me suis plutôt concentrée sur cette première partie de son œuvre et ses fondements philosophiques. Du coup, le fil rouge de ma thèse, c'est de montrer que la grande problématique de Gors, c'est celle d'une aliénation qui diagnostique dans différentes situations, et à partir de ces situations d'aliénation et ces facteurs d'aliénation, il va chercher des perspectives d'autonomie, perspectives ancrées toujours dans la matérialité de la situation, l'autonomie au travail, l'autonomie dans les besoins, l'autonomie dans le temps. Et à l'époque, ce grand concept pour signifier cette perspective d'autonomie à partir de la matière, c'est le concept d'autogestion. Et c'est un concept qu'on retrouve chez Gors des années 60 jusqu'à la suite dans les années 80-90. Et c'est pour ça que moi j'en ai fait le fil rouge de ma thèse qui s'appelait La philosophie de l'autogestion d'André Gors, mais vous voyez que le titre a changé du fait de l'éditeur. Voilà, c'était ça un peu la problématique de ma thèse autour de cette idée d'autogestion que je trouvais intéressante en philosophie parce que plus ancrée matériellement que les concepts de liberté ou d'autonomie qu'on entend souvent. Le concept d'autonomie qu'on a par exemple chez Kant, c'est un concept de se fixer à soi-même ses propres lois, ses propres règles, et ça ne nous dit rien de la façon dont la situation dans laquelle on est jeté nous empêche de nous donner à nous-mêmes certaines règles ou finalement rejoue de l'hétéronomie. Alors que le concept d'autogestion, je trouvais qu'il était tout de suite les mains dans le cambouis. Il accepte tout de suite que la situation, on l'a pas entièrement voulu, on l'a pas entièrement choisi, on est jeté dans une situation de travail, on est jeté dans une situation d'un milieu de vie, une situation géographique, on est jeté dans une situation temporelle et on tente de faire avec.
et on tente de se rendre un peu plus autonome dans cette situation matérielle-là, qu'on n'a pas choisie. Et ça, c'est aussi une problématique qu'on retrouve à partir de Sartre, puisque la façon dont Sartre le formule, c'est comment le sujet qui est jeté dans une situation va pouvoir reconstruire des pratiques collectives émancipatrices. Et donc là-dessus, les 3 temps de ma thèse et de ma lecture du corpus de Gors, c'est de m'intéresser à l'autogestion du travail, qui est vraiment à la mode dans les années 60-70, qu'on retrouve dans différents mouvements sociaux, portés notamment par la CFDT, portés notamment par le PSU. D'ailleurs, peut-être que vous les connaissez, le PSU, ils ont leurs locaux avec leurs archives pas loin, au Maltais Rouge. Donc c'est vraiment un idéal très en vogue dans les années 60 et 70. Et ce sont ces idées de Gors que j'ai voulu aussi replacer dans ce contexte-là. Ensuite, je montre comment cette autogestion du travail, elle va de pair avec une autogestion des besoins, qui est aussi reliée à l'autogestion du travail, parce qu'il s'agit de réfléchir au contenu de la production, mais pas seulement, parce que les besoins, on ne les satisfait pas que dans un cadre professionnel, et que c'est en cela que ça touche le milieu de vie, et que ça rassemble ce mouvement que Gors appelle la nébuleuse écologique, qui se développe dans les années 60 et 70, j'y reviendrai. Et enfin, le dernier temps, c'est la perspective de l'autogestion du temps. Autogestion du temps face au rythme imposé par la production capitaliste, au rythme aussi bien de production qu'au rythme sur nos temps de vie, et donc l'imposition de l'emploi à temps plein, à vie, nos 35 heures, 43 annuités et plus... vu le contexte, et donc cette dimension de reprise du pouvoir sur la vie pour pouvoir se défaire des rythmes du capitalisme. Avec vraiment cette dimension temporelle qui est hyper importante chez Gors et qui rejoint des enjeux très existentiels. En fait, qui est-on quand on n'a pas de pouvoir sur notre temps de vie et quand on est complètement aliéné au temps du capital? Et donc c'est comme ça que je lis, que j'interprète ce corpus de Gors, en montrant comment ces concepts se nourrissent et sont reliés les uns aux autres, parce que Gors ne passe pas de l'un à l'autre, mais c'est plutôt 3 dimensions de son projet révolutionnaire et de son projet émancipateur. Et 3 dimensions qui me semblent toujours pertinentes de tenir ensemble aujourd'hui pour une visée émancipatrice. Donc c'est ça que je vais vous présenter, et ensuite je vous présenterai un peu des perspectives contemporaines à partir de tout ça. Donc d'abord sur l'autogestion du travail, c'est ce qu'on trouve dans les premiers textes de Gors, notamment Stratégie ouvrière et néo-capitalisme en 1964. Gors présente l'autogestion du travail comme une réforme révolutionnaire. Alors, pourquoi ce concept de réforme révolutionnaire? À l'époque, grand débat, mais depuis le 19e siècle, au sein des socialistes communistes, entre réforme ou révolution. Débat qu'on entend toujours aujourd'hui, notamment, entre les différentes branches de la gauche. Réforme ou révolution, que faire? Gors propose un concept de réforme révolutionnaire qu'on trouve parfois à l'époque aussi chez d'autres, qui s'appelle réforme de structure. Et Gors le définit ainsi. Il dit que la réforme révolutionnaire, c'est une réforme parce qu'elle est accessible ici et maintenant. Elle est réalisable ici et maintenant. Elle n'implique pas d'avoir gagné les élections avec le Parti communiste, comme ce que proposent les communistes ou la CGT à l'époque. Donc c'est une réforme qu'on veut faire ici et maintenant avant d'avoir renversé le capitalisme. Et en même temps, elle est révolutionnaire parce qu'elle transforme les rapports de force. Elle permet d'obtenir du pouvoir sur la situation ici et maintenant, et donc à terme, elle transforme les rapports de force contre le capitalisme aussi, et elle nourrit une lutte contre le capitalisme. Donc, tout l'enjeu de Gors, c'est quelles sont ces réformes révolutionnaires? Les trucs qu'on peut faire ici et maintenant, mais qui bousculent déjà les rapports de force capitalistes. Et des trucs qui ne sont pas réappropriables par le capitalisme, et des trucs qui n'impliquent pas d'avoir forcément gagné les élections parlementaires, les élections en République, etc. Donc ça, c'est ce concept des années 60 où il va chercher ces réformes révolutionnaires. Je pense que c'est aussi une perspective pour l'action aujourd'hui, de se dire que peut-on faire ici et maintenant, qui bouscule les rapports de pouvoir et qui puisse créer une dynamique émancipatrice à terme.
Et Gors distingue cette réforme révolutionnaire de ce que j'appelle dans ma thèse des stratégies matérialistes qui consistent à croire que vous allez faire la révolution en augmentant les salaires ou en partageant mieux la valeur du capital. En fait, c'est ce que Gors commente à l'époque, il y a beaucoup de syndicats ou de partis politiques qui proposent simplement de partager les fruits de la croissance. Qui propose simplement de reverser plus de dividendes aux salariés, d'en faire un peu des actionnaires, ou bien d'augmenter simplement les salaires, mais sans transformer les rapports de pouvoir. Et moi, j'appelle cela des stratégies matérialistes parce que ça consiste à croire que en donnant un peu plus de biens matériels aux gens, ça va bousculer à terme les rapports de pouvoir. Et Gors pense que ce n'est pas le cas, que ça ne suffit pas. Et il pense aussi que quand les syndicats revendiquent plus de salaire ou une réduction du temps de travail ou un meilleur partage de la valeur, en fait que ce ne sont pas que des revendications économiques, mais que ce sont aussi des revendications qui sont une façon de refuser l'État existant. Et c'est une façon de dire non, c'est une façon de lutter, même si ça ne paraît que économique ou anecdotique. Que c'est une façon de contester la situation en place. Mais face à cette stratégie-là, il dit que c'est pas assez efficace parce que ça bouscule pas les rapports de force, ça bouscule pas les rapports de pouvoir. Et donc, la réforme révolutionnaire qu'il propose, c'est celle de l'autogestion, parce que c'est quelque chose qui est accessible ici et maintenant dans chaque unité de travail, et en même temps qui bouscule à terme les rapports de force, qui bouscule la discipline au travail, qui bouscule le rapport entre le capital et le travail. Et Gors pense que cette réforme révolutionnaire de l'autogestion peut être portée par le syndicat. Et dans la pensée philosophique marxiste, c'est un peu, je dirais pas forcément l'un des premiers, mais en tout cas dans les grands théoriciens marxistes, ils se sont souvent intéressés aux partis politiques et ils n'ont pas forcément analysé le rôle du syndicat ou la forme du syndicat, surtout par différence avec le parti. Aussi dans des contextes où on pensait un peu une unité du mouvement ouvrier derrière un parti unifié. Hein, c'est la façon dont on pense aussi le parti en URSS par exemple, et dans la façon dont Lénine ou aussi en amont Rosa Luxembourg ont pensé le parti, il y avait une sorte d'unité du parti et les débats devaient se faire en interne, etc. Et puis les syndicats, ça allait de pair. Gors, dans le contexte de l'après-guerre, où il voit la façon dont les partis politiques utilisent les syndicats aussi comme des relais politiques, lui il défend l'autonomie syndicale et il défend d'autant plus ce relais syndical qu'il est plus appropriable et autogérable à la base dans chaque unité de travail. C'est plus facile de peser sur les décisions de son syndicat dans son travail que de peser sur la direction nationale d'un parti politique. C'est un peu ça son idée. Et donc, il lui semble que le syndicat est plus autogérable et appropriable à la base par les gens dans leur situation de travail. On peut en rediscuter si ça vous intéresse aujourd'hui dans des perspectives contemporaines. Donc ça, c'est un peu le regard neuf et de Gors qui s'intéresse au syndicat, étant lui-même assez proche de la CFDT, qui à l'époque est à la gauche de la CGT, qui rassemble un peu des libertaires gauchistes qui se reconnaissent pas dans la discipline et le caractère parfois un peu productiviste et arriéré sur certains sujets de la CGT. Et c'est la CFDT à l'époque qui porte les sujets écologiques notamment, les sujets de l'égalité de genre, voilà. Et donc, il y a, par exemple, dans la lutte à LIP à Besançon de Piaget et la grève des LIP, Piaget, il est à la CFDT. Il n'est pas à la CGT. Donc la CFDT à l'époque représente un petit peu cette branche libertaire à gauche. Et si vous vous demandez comment on en est arrivé à la situation actuelle, il y a une super vidéo d'Usul sur Blast, Usul et Host, d'après leur pseudo sur internet, mais qui revient sur le portrait de la CFDT, et notamment la CFDT à partir des années 80, et le choix qui a été fait d'accompagner les politiques gouvernementales et de ne plus être dans les stratégies d'opposition et de revendication.
Bon, je ferme la parenthèse, mais on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Néanmoins, quand Gors défend cette autogestion, très rapidement, dans des textes, notamment un article intitulé le socialisme difficile, il commente la situation de l'autogestion dans le bloc de l'Est, parce que vous le savez peut-être, Tito, en Yougoslavie, a prétendu mettre en place l'autogestion, mais par le haut, en laissant plus de pouvoir aux travailleurs et notamment en fait aux directions d'usines pour organiser la production, pour organiser le plan, pour réaliser le plan, par différence avec le modèle de l'URSS qui était plus autoritaire. Et donc il y a plein de libertaires, de socialistes, de militants syndicaux qui vont en Yougoslavie voir comment ça se passe. Gors y va aussi en tant que journaliste il en revient en disant bon, l'autogestion c'est pas la panacée, ça ne suffit pas, donc si ça vous intéresse on pourra développer, et puis j'ai creusé ça dans la thèse, mais en gros l'argument c'est que dans un contexte de toute façon de rareté aussi économique, de non-développement des forces productives comme c'est le cas en Yougoslavie, l'autogestion ne suffit pas forcément sur le plan économique, néanmoins elle a un effet mobilisateur, un effet idéologique, un effet de formation des travailleurs qui apprennent en fait des choses sur la gestion économique, qui apprennent à participer à cette vie démocratique au travail, quand bien même elle ait des limites. Mais Gors dit dès le début qu'il y a des limites à l'autogestion telle qu'elle est réalisée, et donc ça laisse aussi à penser que pour lui cette autogestion du travail c'est une sorte d'horizon aussi pour la pratique, mais que ça ne veut pas dire que ça suffit en soi. Et on pourra y revenir sur des expériences contemporaines si ça vous intéresse. Notamment, Gors est assez critique il ne défendrait pas absolument l'autogestion, d'autant plus à l'Est que Gors développe une critique des institutions qui est notamment justifiée par la critique qu'on trouve chez Sartre, mais qui est très forte à l'époque, qu'on trouve aussi chez Ivan Illich par exemple, critique des institutions de la société de consommation. Donc je reviendrai pas, ou sauf s'il y a des questions là-dessus, mais je reviendrai pas sur Illich parce qu'on en a parlé à un colloque il y a un mois organisé par Agnès, par Martin Paco ici, et donc si ça vous intéresse, il y a l'intervention sur Gors et Illich qui sera bientôt sur YouTube, sur le YouTube de l'Académie du Climat, mais bon, si vous avez des questions on pourra y revenir. Néanmoins, ce que je veux juste dire, c'est que Gors échange avec deux types de mouvements sociaux qui l'amènent à être critique des institutions, à la fois les mouvements autour d'Ivan Illich qui critiquent l'institution médicale, l'institution scolaire, l'institution automobile, dans la façon dont ça monopolise les besoins et ça prive de l'utilisation d'autres outils et d'autres usages, et donc à terme ça consolide le pouvoir des experts et ça empêche d'autres types de pratiques. Mais surtout, il y a un autre courant hyper important dans l'influence de la pensée de Gors qu'on connaît pas forcément très bien, qui s'appelle l'opéraïsme italien, qui est un courant marxiste hétérodoxe qui naît dans les années 60 en Italie. Pareil, si ça vous intéresse, sur notre vidéo de vulgarisation avec mon conjoint Meta, avant Zuckerberg, on s'appelait Meta, on a fait une vidéo sur l'opéraïsme qui sort dans une semaine. Donc si vous voulez voir 20 minutes d'analyse et d'archives sur l'opéraïsme, vous aurez ça. Je pourrais envoyer aussi le lien à Agnès. L'opéraïsme, c'est un courant fondé par des syndicalistes, des militants qui ont l'impression que les syndicats et les partis ouvriers font leur vie sans la base et sont complètement coupés de la base et ont des revendications qui n'arrivent plus à être proches du réel et proches des gens. Et donc, ils mettent en place pour cela une enquête ouvrière, donc l'enquête opéraïste, qui consiste à aller voir les travailleurs d'une unité de production en leur demandant d'où ils viennent, quelles sont leurs revendications, quel est leur quotidien de travail, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer et tout, pour être au plus proche du terrain. Et ça nourrit notamment une critique de Gors vis-à-vis des institutions qui se coupent de leur base.
Et c'est cette critique un petit peu vis-à-vis de toutes les institutions qui ne se rendent plus finalement proches du terrain et qui s'abstrait du terrain, que Gorz va penser aussi dans une perspective écologique, puisque la nébuleuse écologique, comme il l'appelle, qui se développe en France dans les années 50, 60, 70, ce sont aussi des mouvements sociaux portés par certaines associations, mais qui n'ont pas, qui sont très gérés par la base en fait, qui n'ont pas une grosse institution qui les représente ou des choses comme ça, qui sont très localisés. Donc là-dessus, vous avez aussi bien les mouvements contre le nucléaire civil, donc contre le développement des centrales nucléaires, avec des mobilisations que vous trouvez en Bretagne, que vous trouvez dans l'Est, que vous trouvez en Île-de-France aussi. Mais il y a aussi toutes les luttes locales contre le remembrement agricole, là-dessus qui est assez documenté aujourd'hui. Peut-être que vous avez vu la BD Champ de bataille. Mais il y a aussi des luttes locales de défense de la culture, aussi bien bretonne que occitane. Dans le même contexte, dans les années 70, il y a la lutte sur le Larzac, qui à l'origine en fait relie à la fois des luttes paysannes et des luttes antimilitaires et antimilitaristes et les malgré nous de l'époque qui refusent le service militaire, puisque le projet du Larzac, c'est l'extension d'un camp militaire jusqu'à la ville en fait d'en dessous, Saint-Rome de Cernon, et donc jusqu'à l'annexe des fermes qui sont à ce niveau-là. Et toute la mobilisation des années 70, ça va être de dire: on veut pas de votre armée, on veut pas de votre camp militaire, et on veut garder des terres paysannes à ce niveau-là. Et donc ça va être une alliance un petit peu de plein de mouvements sociaux différents, mais qui se relient dans, d'une part, la défense de leur milieu de vie. Et pour Gorz, ça va être ça l'écologie, la défense d'un milieu de vie, et pouvoir revendiquer de satisfaire nos besoins dans le milieu dans lequel on est. On a notre ferme, un Saint-Rome de Cernon, en dessous du plateau, et ben on veut rester là, on veut pouvoir continuer de vivre notre vie sans avoir à être relogé, etc. Et cette critique vis-à-vis de la technocratie et vis-à-vis de la toute-puissance de l'État, qui se développe aussi bien sur le plan militaire que sur le plan du nucléaire. Et puis d'ailleurs, les deux vont de pair. Ça, c'est intéressant à rappeler, parce que dans les débats contemporains, et surtout à gauche, quand on est dans une logique aussi de défense des services publics, on a beaucoup de confiance dans l'État. C'est intéressant de se rappeler que le mouvement écologiste des années 70 est très critique vis-à-vis du pouvoir technocratique. Et se méfie aussi de la façon dont la technocratie, finalement, alimente le productivisme, alimente le développement économiste capitaliste. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez Gorz, quand il critique, par exemple, les plans quinquennaux. À l'époque, on a déjà le Haut Commissariat au plan, et que Gorz se dit le plan nous propose de construire des autoroutes, de construire des réseaux de téléphonie, tout ça pour ensuite mieux les privatiser. Dit-il à l'époque, il avait déjà vu le truc. Pourquoi ne pas plutôt développer des hôpitaux et des écoles ? Pourquoi les infrastructures publiques sont au service du toujours plus vite, et l'exemple paradigmatique de l'époque étant le Concorde, ce gros avion pour aller toujours plus vite. Donc cette méfiance vis-à-vis de la technocratie, on pourra en reparler aussi, c'est cette méfiance qu'il partage avec Illich du règne des experts. Et ça me semble d'autant plus important dans le contexte actuel où les débats sur l'écologie sont assez captés par des ingénieurs et des économistes qui ont le monopole de l'expertise, ou de l'autre côté par des scientifiques, mais que du côté sciences naturelles. Et c'est à des climatologues qu'on va demander des solutions sociales à la crise écologique. Et alors par contre, l'idée même qu'il y ait des sociologues n'existe pas. Bon voilà. Donc d'un point de vue du monopole de l'expertise et du monopole du débat sur l'écologie actuellement, je trouve que c'est très intéressant de se dire que ce sont les ingénieurs qui ont non seulement créé le problème, et puis qui monopolisent les solutions aussi. Donc face à ce monopole de l'expertise en matière de transition écologique, de décarbonation, mettez tous les mots que vous voulez, je pense qu'il faut revendiquer d'autant plus une écologie populaire et vraiment démocratique dans la participation même au débat. Donc on pourra y revenir si vous voulez sur cet aspect écologique. À partir des années 70, Gorz diffuse en France le rapport Meadows, donc 1972, traduit par les limites de la croissance, halte à la croissance. Et Gorz commence à dire il faut produire moins, consommer moins, travailler moins
pour vivre mieux. Et la décroissance de la production est la seule issue, notamment dans les sociétés industrialisées. Alors la question des suites, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. À partir donc des années 70, Gors envisage la décroissance, et donc c'était il y a plus de 50 ans, et donc on peut se dire que tout ce qu'on a produit de plus depuis, ce n'est que du superflu et du surplus dont on aurait pu aussi se passer. Et à partir de ce moment-là, donc la décroissance écologique, c'est quelque chose que propose Gors dès les années 70 et qui reste un petit peu dans son œuvre comme l'horizon de son projet révolutionnaire. Mais ce qui l'intéresse à partir des années 80, c'est comment on réalise comment on met en œuvre cette décroissance. Puisque à partir du moment où on se dit qu'il faut faire décroître la production, ça veut dire d'une part qu'il faut réduire le temps de travail, et qu'il faut se défaire de notre idéologie productiviste qui croit que toujours plus de travail, toujours plus de production, c'est une meilleure chose. En fait, ça implique un changement de nos mentalités dans la place du travail dans nos vies et concernant ce rôle productif au sein de la société. Et c'est ce que Gors va défendre à partir des années 80 dans ses 3 textes comme Adieu au prolétariat, Les chemins du paradis et Métamorphose du travail pour justement viser à réduire la rationalité économique. Je dis juste un point d'Adieu au prolétariat si ça vous intéresse, parce qu'il y en a peut-être dans la salle qui se souviennent de ça et qui se disent que depuis Gors est un social traître. Beaucoup ont entendu ça. Adieu au prolétariat, c'est pas l'adieu à la catégorie de prolétariat, puisqu'il propose un néo-prolétariat post-industriel qui porte d'autres valeurs que le projet productiviste, qui porte des valeurs écologiques. Adieu au prolétariat, je pense que c'est la diffusion en France des idées opéraïstes qui avaient en Italie, à savoir que le sujet révolutionnaire change et passe d'un sujet qui, dans l'usine, veut se réapproprier l'usine, à un ouvrier social, comme le disait Tony Negri, qui veut reprendre du pouvoir sur toutes les dimensions de sa vie, y compris l'urbanisme, y compris la gestion du temps, etc. Et donc en fait, c'est Adieu au prolétariat, c'est plutôt la présentation aussi au public français de ces idées-là. Et d'ailleurs, moi, quand j'en avais parlé avec Tony Negri, lui, il m'avait dit qu'il n'avait pas été choqué de ce texte-là et qu'en fait, les camarades italiens étaient beaucoup plus familiers de ces idées-là. Par contre, ça a beaucoup plus choqué les camarades français, notamment syndiqués, qui ont vu un abandon de la lutte syndicale pour améliorer les conditions de travail. Or, ce que va chercher à montrer Gors dans les années 80 et 90, c'est que réduire le temps de travail et gagner de la vie en dehors du travail, c'est aussi un moyen pour avoir plus d'énergie et pour mieux lutter au travail et pour être d'autant plus critique vis-à-vis de son travail. Et qu'au contraire, quand vous êtes complètement la tête sous l'eau, vous n'avez pas les ressources psychiques et physiques pour lutter. Et donc, ça, j'insiste sur cette dimension de la décroissance et de la réduction du temps de travail, et j'y reviendrai un petit peu ensuite. Peut-être comme point de discussion, et peut-être que c'est des sujets qui vous intéressent, mais que vous connaissez déjà un petit peu, on pourrait dire qu'il y a plusieurs problèmes à partir du projet de Gors tel qu'il le théorise, notamment dans les années 80. D'une part, c'est la question de l'État. Et c'est en cela que Gors se distingue d'un projet anarchiste ou d'un municipalisme libertaire à la Bookchin. C'est qu'il pense quand même qu'on a besoin d'un État pour permettre de fixer certaines règles de vie en communauté. Et les exemples qu'il donne, c'est le code de la route et la monnaie. Parce que si à chaque intersection, vous avez besoin d'autogérer votre priorité, ça va être compliqué. Et donc, finalement, on a besoin de l'État pour fixer certaines règles, mais c'est finalement un État qui est assez vidé de sa substance. C'est pas un État avec un énorme appareil technocratique. Et ça, c'est inspiré de sa critique des institutions des années 70. Et c'est un État qui se met au service des mouvements sociaux et au service de l'émancipation collective et de l'autonomie des collectifs et des individus. Donc c'est finalement un État qui accompagne l'autonomie, qui permet certaines règles fixes, mais qui n'est pas un État oppressif, tel qu'il le pense. Néanmoins, l'État qui accompagne le développement du capitalisme n'est pas un État qui permet cette autonomie-là.
Deuxième point de discussion, si vous voulez, sur lequel on pourra revenir, c'est la question de l'industrie. Et qu'est-ce qu'on fait de l'industrie dans une perspective écologique ? Est-ce qu'on démantèle tout ? De quoi a-t-on besoin en termes de moyens techniques ? Puisque l'industrie, c'est quand même la standardisation des pièces. Et là-dessus, je vous partage une référence qui m'avait beaucoup marquée quand j'avais découverte pendant la thèse, qui est cet article écrit par des ingénieurs engagés dans le mouvement low-tech. Donc low-tech, c'est les technologies basses, les technologies autonomes, les technologies qui consomment peu d'énergie, qui sont faciles à comprendre, à se réapproprier, à bricoler. Donc une technologie basse, c'est un vélo bricolable plutôt qu'une voiture, un SUV, d'une certaine façon. Donc tout le mouvement low-tech est assez intéressant, et puis vous êtes plusieurs à en être un peu experts dans la salle. La question que pose cet article, c'est comment on fait pour que la low-tech, ce soit pas juste du bricolage, où on va récupérer des matériaux à la déchetterie et on passe énormément d'heures à essayer de les conformer à nos besoins, à essayer de les découper bien, à essayer de les mettre en état. Peut-être qu'on a besoin de pièces standardisées pour nous permettre de faire de la low-tech à une grande échelle, au sens d'une réelle alternative technique à la société industrielle capitaliste. Et dans ce cas-là, de quels outils on a besoin ? Par exemple, on pourrait très bien dire, d'une part, vous avez besoin de pièces standardisées pour réparer votre vélo. C'est plus facile que si vous devez bricoler vous-même vos pièces, vos boulons, même vos outils. On a besoin de pièces standardisées pour les outils. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin individuellement chacun d'avoir son marteau. On peut les partager, on peut réduire le volume de ces outils de production, de ces outils techniques, mais on a peut-être besoin d'avoir un appareil industriel qui fournit des outils uniformes et des outils qu'ensuite on peut partager. Donc ça, c'est la question des outils, la question de la standardisation aussi, et puis du coup la question potentiellement des économies d'échelle qu'on fait si on a un truc qui nous fournit des marteaux plutôt que de devoir le bricoler soi-même. C'est peut-être aussi les réflexions qu'on trouve aujourd'hui dans l'atelier paysan, donc ce groupe qui réfléchit à cette réappropriation des techniques dans le milieu agricole, qui se transmet les plans, etc. Mais comment on fait pour passer à l'échelle ? Surtout face au rouleau compresseur capitaliste actuel. Est-ce que la seule solution, c'est de revendiquer du temps pour pouvoir internaliser ces tâches ? Ou bien est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs de mise en commun de ces outils pour justement éviter que chacun doive bricoler individuellement ? Donc je vous conseille vraiment cette source dans ces débats-là, mais c'est des débats en cours et dont on pourra aussi discuter. Enfin, un autre plan aussi peut-être, un autre point de discussion, c'est la question de la mondialisation, puisque dans les sources qu'on a de Gorce où il parle de la mondialisation, en 1959, dans La morale de l'histoire, il nous dit que le marché européen, tel qu'il se constitue à l'époque, c'est un peu c'est le développement des forces productives, c'est le développement historique, et en marxiste, il n'envisage pas qu'on puisse revenir à une autre échelle, qu'on puisse revenir en arrière. Là-dessus, Gorce se distingue d'Ivan Illich, par exemple, qui voudrait revenir, ou de l'écoféminisme, qui voudrait revenir à des systèmes pré-industriels. Gorce pense que le marché européen s'organise comme ça et que c'est à son tour au mouvement ouvrier européen de s'organiser pour lutter au niveau européen contre le patronat plutôt que de revendiquer une échelle nationale et des frontières. Ça, c'est un point dont on peut discuter, d'autant plus aujourd'hui en ayant vu la façon dont l'Europe organise le pouvoir, puisque la mondialisation, c'est une réduction du pouvoir qu'on a sur la production et c'est aussi l'impact écologique de la logistique. Puisque votre pantalon, il a fait 10 fois le tour du monde, parce que vos pièces ont fait 10 fois le tour du monde, et même notre système agricole dépend de substances qui viennent du monde entier. Donc, est-ce que l'approche décroissante écologique n'implique pas aussi de défaire la mondialisation et de relocaliser ? Et en même temps, ça pose la question aussi de la technique, parce que peut-on relocaliser en matière de production ? Qu'est-ce qu'on peut relocaliser dans la production agricole, mais dans la production industrielle aussi ? Est-ce qu'on est vraiment capable, là, en France, de gérer l'extraction de métaux, de matériaux, et de tout relocaliser de A à Z ? Actuellement, les systèmes productifs n'ont pas été pensés en ce sens-là.
Donc c'est la question dont la mondialisation reconfigure les rapports de production et les systèmes de dépendance, c'est aussi cet enjeu-là. Et en même temps, l'argument de Gorz pour la décroissance, c'était aussi de dire que on peut réduire le temps de travail parce qu'on peut réduire le volume et le contenu de la production sociale à un strict minimum, à ce qu'il appelait le suffisant, par différence du superflu capitaliste, et que c'est en réduisant cette production au minimum, mais une production qui permet quand même de satisfaire des besoins de base, qui permet de fournir à chacun des chaussures noires, de fournir des vêtements, de fournir un minimum alimentaire, etc., qu'ensuite on pourra dégager du temps pour des activités autonomes où chacun poursuit ses projets à l'échelle individuelle comme collective de façon non dictée par la société, par ce qu'il faut produire. Peut-être que j'ai pas assez développé ça, donc si vous voulez on pourra y revenir aussi. Mais du coup, cette bipartition de la production pour Gorz entre une production sociale institutionnalisée où on nous dit il faut réduire au minimum, au strict nécessaire, la production de vêtements, la production d'outils, la production alimentaire, etc. Et c'est parce qu'on va travailler un minimum pour cela qu'ensuite on va avoir du temps pour faire d'autres choses. Dans quelle mesure ce projet-là dépend-il ou non de cette production industrielle mondialisée qu'il observe à l'époque ? Et comment on peut faire advenir cet idéal de société d'une réduction du volume et du contenu de la production, mais qui sert une libération du temps, mais de façon low-tech. Vous me suivez là-dessus ? En fait, c'est comment on le fait pour le maintenir, pour garder cet horizon un peu idéal de on a une production strictement nécessaire, mais on le fait de façon low-tech et non pas en dépendant de l'extraction de matériaux aussi bien en Amérique latine qu'en Chine ou en dépendant d'énergie qui viennent de Russie, qui viennent d'ailleurs, etc. En fait, comment on tient cet idéal qui, à mon avis, est souhaitable dans une perspective décroissante, etc. Mais comment on le maintient de façon low-tech et non pas dépendant d'une production industrielle telle qu'elle a été développée au cours du XXe siècle, d'une production industrielle et mondialisée. Voilà. Comment on se défait, comment on garde cette idée-là et comment on le réalise sans l'industrialisation de l'époque et sans la mondialisation. Donc ça, c'est peut-être des points de discussion, mais qui sont aussi des problématiques qu'on trouve dans les débats de l'écologie contemporaine. Et du coup, pour poursuivre ces débats-là et pour vous dire ce à quoi je m'intéresse maintenant, pour actualiser Gorz dans une perspective de décroissance, moi je pense qu'il faut qu'on défende toujours la décroissance, et c'est pas à Momentum que je vais apprendre ça, et je suis très contente justement d'avoir rencontré chez Momentum un espace pour penser ça, et pour assumer cette idée de décroissance, pour assumer ce moins. Parce que au sein de l'écologie politique, au sein des mouvements progressistes, des mouvements syndicaux, etc., le moins est tabou. Parfois, c'est le mieux. J'ai tellement de collègues qui disent « il faut travailler mieux, mais pas moins ». Je veux dire, pourquoi ça te dérange le moins ? Est-ce que le moins, ça permettrait pas le mieux ? Et par exemple, l'exemple de ça, c'est le Manifeste Travail, qui est un ouvrage publié par des collègues sociologues avec plusieurs contributions, dont Dominique Méda par exemple, qui dit « démocratiser, démarchandiser, dépolluer le travail ». Et moi, j'ai envie de dire « réduire aussi, hein ». Réduire, ce sera mieux quand même. Réduire, ne serait-ce que parce que réduire l'impact environnemental du travail, réduire l'impact environnemental de nos conditions de travail, réduire la souffrance au travail, réduire l'intensité du travail. Et donc je pense qu'il ne faut pas lâcher le moins. Et ça me semble d'autant plus intéressant qu'à chaque fois que je parle de moins, ça hérisse tout le monde. Donc je pense qu'on tient un bon bout. Et donc je vous dis ici à Momentum, gardons le moins. Et à chaque fois que quelqu'un est embêté par le moins, ça dit quelque chose et il ne faut pas lâcher le truc. Et donc pourquoi ce moins ? Parce que dans le contexte écologique actuel, on a une forme de productivisme vert. Une forme de productivisme vert qu'on trouve par exemple chez les ingénieurs et les économistes qui nous disent avec des équations que puisqu'il faut décarboner l'économie, puisqu'il faut réduire la consommation d'énergie fossile, alors il faut nécessairement travailler plus. Alors là franchement c'est des maths. Comment on peut varier, comment on peut faire des choix. Non, reprenez une équation classique. Comment on peut dire
que, certes, il faut faire décroître notre consommation d'énergie fossile, mais pourquoi on peut dire automatiquement qu'il faut travailler plus alors qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce qu'il faut produire? Non, mais ça, c'est vraiment le problème des économistes et des ingénieurs, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Parce qu'en fait, on peut très bien leur dire on ne veut pas travailler plus pour que perdure la publicité lumineuse dans le métro, pour que perdure le luxe qui fournit la fortune de Bernard Arnault, etc. En fait, tout l'enjeu de la décroissance et de réduire le contenu et le volume de la production, bah, c'est aussi l'occasion de se dire quelles sont les priorités et que veut-on vraiment produire. Et c'est pour ça que le moins, il est important. Parce que le moins, c'est l'occasion de dire il va falloir faire un tri. Il va falloir se débarrasser de certaines choses. Comme quand vous devez vider, je sais pas, votre grenier, votre garage, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Et la réponse automatique de il va falloir travailler plus, bah, c'est la réponse qui ne veut pas trier le grenier, quoi. C'est l'enfant qui essaie de négocier en disant non, je garde les jouets. Bon, je sais pas. Mais donc, je pense qu'il faut lutter contre le productivisme vert, qui est très présent chez les ingénieurs et les économistes, toutes choses égales par ailleurs. D'autant plus, très intéressant, chez les hommes et qui sont à un âge proche de la retraite, qui ne vont pas être concernés par l'augmentation de la charge de travail. Parce que je pense que si vous dites à un jeune de 20 ans, il va falloir travailler plus pour la crise écologique, vous dites, not my business. Hein. Dans le fond, j'ai pas forcément envie de participer à ce projet-là. Donc moi, ce que je vois dans ce productivisme vert, c'est un peu une forme de virilisme qui croit qu'on va sauver le monde en se retrouchant les manches. Il y a un peu un truc de gorille là-dedans. Non, mais dans les discours. Et un truc aussi très validiste qui croit que nos corps vont pouvoir tenir. Et c'est pour ça que face à ça, et je vais revenir sur l'argument validiste et sur l'argument de nos corps qui ne vont pas tenir au travail, moi je propose le concept de sobriété du travail, et je vais vous montrer pourquoi aussi il est important sur le plan matériel de nos corps. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit là récemment un article pour Improve, qui est le blog de la Chambre des salariés luxembourgeois, qui est aussi à cette interaction entre les syndicats, les partis, etc. Donc si ça vous intéresse pour l'argumentation plus détaillée et par écrit. Et là, j'insiste sur cette dimension de la façon dont le changement climatique affecte nos corps, parce que c'est un truc dont on parle jamais, puisque pour les économistes et les ingénieurs, le travail, toute chose égale par ailleurs, c'est pas matériel, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit. C'est super, c'est objectivé, c'est quantitatif, c'est abstrait. Et là-dessus, je vous recommande une super note de France Stratégie qui s'appelle « Le travail à l'épreuve du changement climatique », qui fait parce que il y a certains économistes quand même qui ont étudié le fait que le changement climatique impacte les conditions de travail, génère une baisse de productivité. Donc ça, les économistes, ça les intéresse. Génère une baisse de productivité, génère des pertes de PIB. On perd des heures de travail à cause du changement climatique, notamment les épisodes de canicule, notamment les épisodes qui mettent nos corps à rude épreuve, notamment ce qu'on appelle le stress thermique. Donc ce sont des épisodes où les corps se fragilisent plus au travail, mais aussi ne parviennent pas à récupérer du travail. Ça me semble super important à noter. Les canicules, c'est pas simplement votre corps qui souffre au travail, c'est aussi votre corps qui ne peut pas se reposer. Parce que vous dormez très mal pendant les canicules. Et donc c'est un cercle vicieux où non seulement en journée, vous êtes d'autant plus fatigué et vous ne parvenez pas à bien travailler, la nuit, vous ne parvenez pas à vous reposer, et donc ça a des conséquences en fait sur plusieurs jours, ça a des conséquences sur le long terme. Donc c'est pas simplement votre journée de travail qui est impactée à l'instant T. On sait aussi que le changement climatique, ça a des et la crise écologique en général, ça a des conséquences de santé de façon bien plus large. Donc là-dessus, il y a plusieurs travaux si ça vous intéresse. J'aurais dû tout vous mettre là, mais par exemple, il y a un psychiatre qui s'appelle Baptiste Pignon qui est passé dans La Terre au carré sur France Inter pour alerter sur les conséquences en fait en termes de santé environnementale d'un pic de pollution. Par exemple, après un pic de pollution, la semaine suivante, vous avez une augmentation des consultations aux urgences psychiatriques. Vous avez une hausse des dépressions, vous avez une hausse des violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, vous avez des liens très concrets entre la crise écologique et ses différentes manifestations, pic de pollution, épisodes de stress thermique, etc., et les corps qui sont affectés. Et ça, c'est super important de se rappeler que que le travail, c'est quand même une activité où le corps est
est au centre du truc. Et donc, dans ce contexte de santé environnementale dramatique, où on sait qu'on a une augmentation des cancers, on sait qu'on a des perturbateurs endocriniens, on sait qu'on a des PFAS, etc., etc. Donc, une augmentation aussi des maladies neurologiques. Peut-être que vous avez entendu parler récemment de l'hexane. Il y a un journaliste qui a travaillé là-dessus. C'est une substance qui est produite quand par l'extraction d'huile, par exemple, pour produire de l'huile végétale, de l'huile de soja, etc. Et ben, cette hexane, elle a des conséquences sur le développement de maladies neurologiques. Donc ça, c'est encore un autre champ et une autre bombe sanitaire à retardement par rapport au cancer, en plus du cancer. Et donc, dans cette perspective où, a priori, au XXIe siècle, on va être de plus en plus malade, eh ben, ça me semble un peu illusoire de croire qu'on va pouvoir travailler plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même défendre le moins, ne serait-ce que pour des enjeux de santé, pour des enjeux de santé au travail, mais aussi pour des enjeux de toute façon de décroissance, de réduction de notre impact sur les écosystèmes, etc. Et de se rappeler que voilà, le travail n'est pas juste un facteur de production dont on peut faire varier la quantité, et donc c'est pas soutenable d'augmenter la charge ou l'intensité du travail. Je rajoute là-dessus que l'impact sur le travail est d'autant plus important socialement que on sait que ça se rejoue des inégalités socio-environnementales, puisque les métiers les plus vulnérables sont les métiers les plus physiques, les plus pénibles, les plus dévalorisés, aux conditions de travail les plus difficiles, et donc ce ne sont pas les cadres dans les bureaux qui souffriront en premier de l'impact du changement climatique sur le travail. Donc voilà, donc dans ce contexte-là, je pense que cette sobriété du travail, c'est la sobriété la plus émancipatrice par rapport à simplement mettre un pull, et qu'on peut défendre cette sobriété dans cette perspective de la décroissance, et que ça repose la question du suffisant que pose Egors, à savoir quels sont les besoins essentiels, par quelle production la satisfaire, comment organiser cette production sociale par des formes de démarchandisation, de gestion locale, comme les formes de sécurité sociale de l'alimentation, et on pourra y revenir si vous voulez, comment on bloque l'abondance des marchandises capitalistes au niveau de la logistique, etc. Et donc, en fait, toute la question, c'est comment trouver les moyens de faire moins. Comment faire moins et comment réussir quand même à faire mieux que ne fait la production capitaliste? Et bien là-dessus, je pense qu'on peut demander aux travailleurs et on peut demander aux gens qui sont dans le travail réel et qui ont souvent en fait plein d'idées pour débarrasser leur boulot de plein de dimensions pénibles et pas finalement qui ne servent pas à la production. Et donc là, en fait, vous avez mis l'exemple. Vous avez aussi bien se débarrasser des bullshit jobs et des papiers qu'on fait dans des perspective de reporting, etc., pour raconter l'activité plutôt que de la faire, mais vous avez aussi tout simplement aller voir le travail concret tel qu'il se fait et raconter comment là on pourrait défaire une activité. Un exemple très concret, et ça m'amène à ça, c'est l'enquête que je mène aujourd'hui sur les métamorphoses écologiques du travail, et dans le deuxième épisode du podcast que j'ai lancé dans cette enquête, j'ai interrogé quelqu'un qui travaille chez Tarn Habitat, donc c'est du logement social, dans le Tarn, et il me raconte que lui il a lancé aussi une enquête interne sur l'écologie au travail en demandant à ses collègues à votre avis comment on pourrait faire pour réduire l'impact environnemental de notre travail, et il y a un magasinier qui lui a dit moi les pièces que je commande et ensuite que je mets soit pour de la réparation ou que je mets en magasin en stockage et tout pour faire des réparations, ces pièces elles sont tout le temps livrées suremballées dans de l'emballage plastique et ensuite dans des cartons, et donc chaque semaine je passe énormément de temps de mon travail à déballer les trucs et je jette une centaine de cartons et une centaine de sacs plastiques. Il suffirait que les commandes elles viennent en vrac et je réduirais ma charge de travail, mon temps de travail et l'impact environnemental de mon travail. Voilà, il suffit d'aller demander aux gens concrètement ce qui pourrait être amélioré dans le détail concret de leur travail. Et ça, on ne parvient pas à le faire parce qu'on a une vision de la transformation écologique du travail, déjà parce qu'on ne parle pas trop des deux sujets ensemble, mais aussi parce que cette perspective-là, sinon, elle est monopolisée par les directions, qui sont souvent des cadres et qui vont souvent pas voir le terrain, et donc, finalement, qui ne s'inspirent pas de ce travail réel qui est en place, et
ces directions-là mettent souvent en avant ou mettent souvent en œuvre la simple étape de sensibilisation à l'écologie, en disant c'est bon, on va faire une fresque du climat à tous nos salariés, et puis ça suffit. Surtout, ne parlons pas de comment changer le travail. Parce que ça, c'est toujours le nerf de la guerre pour remettre en cause les rapports de pouvoir, pour remettre en cause les façons de faire, pour rediscuter de l'organisation du travail. Et donc, on revient à la perspective de l'autogestion. On revient à ce tabou de la gestion, de rentrer dans le cambouis de l'activité de travail au quotidien et réinterroger pourquoi on fait comme ça. Et c'est ça qui finalement bloque aussi dans la redirection écologique du travail dont on entend parfois parler, c'est qu'en fait on ne veut pas aller sur ce terrain-là et on ne veut pas voir quelle porte ça pourrait rouvrir. Parce que potentiellement ça pourrait déplacer les cadres de leur position de pouvoir, potentiellement ça remettrait en fait les travailleurs de terrain, les exécutants aussi comme des sachants. Et ça, c'est un truc qui remettrait en question la division tayloriste et qu'au contraire, actuellement, la transition écologique, elle rejoue la division tayloriste entre les cadres qui ont le monopole de l'expertise écologique et le monopole du capital écologique, parce qu'on peut aussi l'analyser dans une perspective de lutte des classes et d'un usage symbolique du capital de l'écologie. Là-dessus, je vous conseille par exemple le livre de Jean-Baptiste Combi, Écolo mais pas trop, qui montre comment les classes supérieures aisées utilisent l'écologie finalement pour se glorifier ou bien pour se raconter une trajectoire professionnelle, mais finalement ont un impact environnemental beaucoup plus élevé que les classes populaires qui ne se disent pas écolo, mais qui ont un mode de vie plus écolo aussi. Et donc, pour finir là-dessus, moi, ce qui m'intéresse dans mon enquête, c'est d'avoir des récits de vie de gens qui voient l'impact écologique de leur boulot, comme l'anecdote du magasinier avec ses sacs plastiques et ses cartons, et de pouvoir, à travers des expériences professionnelles, raconter ce qui se passe dans un secteur ou dans un autre. En fait, c'est d'aller plus proche sur le terrain que ne le font les directions quand elles proposent leur stratégie de responsabilité sociale des entreprises ou qu'elles disent des grands plans de transformation, mais qu'à côté, en fait, c'est perçu par les salariés comme du greenwashing. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce décalage-là qui m'intéresse, d'aller voir un peu sur le terrain ce que voient les gens au quotidien dans leur travail, dans l'impact environnemental de leur travail, donc comment on pourrait faire mieux, et de considérer que les travailleurs peuvent être un peu à la fois des enquêteurs, à la fois des lanceurs d'alerte. Et c'était aussi le cas dans les années 70, par exemple, au sein de la CFDT, quand les travailleurs du nucléaire alertaient sur la sécurité non respectée dans les centrales nucléaires. En fait, les travailleurs s'engageaient comme lanceurs d'alerte. Et vous avez plein de secteurs où c'est le cas aussi. Et ben, je pense que sur l'enjeu écologique, c'est d'autant plus important. Et donc, on a besoin de ces sources d'informations qui viennent du travail pour voir ce qui se passe dans la production. Parce que sinon, actuellement, l'écologie, on la présente que dans une dimension personnelle, de consommation, d'habitat, et non pas comme dans des enjeux de production et de transformation massive. Donc ça, c'est un peu les perspectives contemporaines de mon travail et c'est pour ça que j'ai lancé cette enquête. Peut-être que vous avez vu ce documentaire Les Éclaireurs qui est un peu issu aussi de cette idée-là d'aller voir des gens qui essayent de rendre leur travail plus écologique. Donc je vous invite à le regarder, c'est 5 épisodes de 10 minutes. Néanmoins, les profils des travailleurs sont pas forcément resitués au sein des hiérarchies des organisations et de qui décide de quoi, et donc qui a le pouvoir. Donc je pense que ça c'est une question à poser quand vous regardez le documentaire et puis pour creuser aussi ces récits-là. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous-même remplir ce questionnaire et cette enquête pour me raconter ce que vous voyez dans votre travail, le diffuser à des gens, etc. pour nourrir un petit peu ces récits-là. Moi mon but c'est vraiment d'avoir des exemples très concrets dans un secteur en particulier pour que nos récits autour de l'écologie et des transformations écologiques de la production ne soient pas monopolisés par les ingénieurs et par les économistes, ne soient pas monopolisés par les directions qui en ont actuellement, qui ont le monopole du discours aussi, mais qu'on ait des réels récits un peu de contre-pouvoir. Donc c'est pas évident. Ça permet aussi d'avoir une approche plus large de l'écologie au travail et de comprendre que
le travail écologique, c'est pas simplement les ingénieurs et les ouvriers, mais c'est aussi plein de secteurs auxquels on ne pense pas. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur du logement social, par exemple. Là, dans le cas du deuxième entretien, on se dit pas que le logement social, c'est une gestion collective de l'habitat, c'est potentiellement une alternative à la propriété privée, c'est un levier massif pour la transition écologique. Et en plus, c'est géré par les municipalités et on a des élections dans un mois. Voilà. Il y a plein de secteurs comme ça qu'on ne pense pas dans une perspective de transition écologique alors qu'ils sont pertinents. Et moi, ce qui m'intéresse aussi en allant transmettre ces récits de vie, c'est aussi de montrer que les gens savent comment faire moins. Parce que là, le magasinier, il vous dit, voilà, je pourrais travailler moins. Si j'avais mes pièces en vrac, je pourrais réduire mon temps de travail, ma charge de travail, et je pourrais... on réduirait aussi le volume des déchets, etc. Parce que sinon, on a l'impression que toujours l'enjeu, c'est de mieux faire. C'est d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions de l'emploi, donc le salaire, la qualification, les conditions d'exercice du travail. Mais je pense qu'en fait, quand on parle de l'ingéniosité des gens, on se rend compte qu'il y a plein de petites astuces au quotidien pour réduire la charge de travail. Et que d'ailleurs, dans plein de contextes, les travailleurs peuvent être dans des logiques d'autolimitation de leur charge de travail ou de leur temps de travail, mais sans le dire au patron. Et ça, vous le voyez dans plein de situations professionnelles, ou plein d'anecdotes. Bon, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, mais en tout cas, ça montre aussi que le moins est possible. Parce que sinon, on a l'impression que la seule priorité, c'est le mieux, et que la seule perspective de redirection écologique, c'est d'en faire beaucoup plus, et puis c'est de se retrousser les manches, etc., parce que ça va être très dur. Et en fait, je pense que quand on part des témoignages des gens, on se rend compte qu'il y a plein d'astuces pour réussir à réduire l'ampleur de la peine, à réduire le temps qu'on y passe, et que ce moins, il est possible. Et donc, c'est d'autant plus pertinent de l'ancrer dans ce terrain-là. Et enfin, je finirai par ça. On a beaucoup parlé de démocratisation du travail, on en parle toujours aujourd'hui. On en parle aussi à propos de l'autogestion, on en a parlé aujourd'hui avec Gors. Je pense que cette démocratisation du travail ou cette autogestion, elle est d'autant plus pertinente en contexte d'urgence écologique, y compris pour rediriger le travail, comme on le dit aujourd'hui, et pour arbitrer un bon usage des ressources. Parce que ce sont les travailleurs qui savent le mieux comment transformer leur activité, et parce que le plus, il vient toujours des chefs. Ce sont toujours les chefs qui veulent en faire plus. Ce sont les chefs qui sont toujours dans une logique de croissance, qui sont dans une logique de croissance de l'institution, parce que c'est aussi leur logique de croissance de leur propre intérêt, parce que les chefs ont leur intérêt personnel corrélé à l'intérêt de l'organisation et de sa croissance, de son augmentation du pouvoir symbolique, économique, politique. Ce sont toujours les chefs qui imposent d'en faire plus parce qu'ils en tirent du prestige, du pouvoir interne, etc. Et donc, face à ça, pour réaliser la décroissance et la redirection du travail, on a d'autant plus besoin que ce soit porté par le bas, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux chefs pour le faire. Voilà, et je finirai là-dessus. Mais c'est ouvert à la discussion, disons. Bravo, Thierry.